Merci de me donner la parole pour cette présentation du projet. Effectivement, c'est un cause commune sera présentée aujourd'hui comme une méthode d'action santé sociale novatrice entre l'animation socio-culturelle et le monde universitaire. On va essayer de vous montrer en quoi c'est innovant et que c'est une méthode qui vous concerne directement. On a plusieurs points pour la présentation. L'origine du projet, d'où vous savez bien comment on l'a monté, le contexte de Chavannes-Pré-Renan, la méthode, bien sûr les étapes, l'importance de la coordination des trois pouvoirs, politique, professionnel et citoyen. Et puis on va bien sûr retomber sur des résultats, les résultats actuels, des coûts, la recherche et les possibilités pour le futur. Ça vous va comme menu? Oui? Vous n'hésitez pas pendant la présentation. Je ne sais pas, peut-être je commence par une question. Est-ce que, selon vous, les projets participatifs ont toujours été à la mode, plus ou moins? Est-ce qu'il y a eu un âge d'or déjà passé des projets participatifs dans le canton ou pas? Est-ce que vous avez des projets participatifs chez vous depuis longtemps? Quelqu'un sait ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Ah non, c'est vous. Vous ne savez pas trop? Dans la fin des années 90, avec l'arrivée des années de l'an 2000, en fait, la cohorte des baby boomers est arrivée à l'âge de retraite. Et puis à ce moment-là, il y a eu un phénomène assez important, en tout cas au niveau du public senior, qui était de changer radicalement la donne dans ce qui était proposé par des acteurs comme Prosec Touté ou différents acteurs à Agora ou dans le canton de Vaud sur l'accompagnement des seniors. En fait, pour être un peu plus concret, je ne sais pas si j'ai mis... Oui. Il y avait de moins en moins de seniors qui utilisaient les clubs de IAS habituels du vendredi, les sorties, les maisons de seniors, et puis les institutions commençaient à plus arriver à répondre, comme Prosec Touté. Et puis, par exemple, il y a un centre à la Borde d'animation sociale et culturelle pour les seniors qui était dédié à ce genre d'activité dans la fin des années 90, et puis qui ne marchait plus du tout. Donc on se retrouvait avec 4 animateurs socioculturels qui étaient là les vendredis pour accueillir les seniors, et il y avait 3-4 seniors qui jouaient au IAS. Donc le prix des locaux plus le prix des animateurs pour une partie d'IAS à 4 seniors, ça ne le faisait plus du tout. Et puis un peu partout, on voyait ce désinvestissement, non seulement pour ce genre de lieux pour seniors, mais aussi pour les pratiques bénévoles seniors portées à l'époque. Donc par exemple, ou aussi les chorales, ou ce genre d'implication. Donc dans le canton, c'est quelque chose qui a été remarqué. Une institution comme Prosec Touté a lancé à l'époque une étude dans le début des années 2000-2002, en fait dans le quartier de Bellevaux, pour voir dans quelle mesure on pouvait demander aux seniors, mais qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que vous n'allez plus au centre de la Borde, par exemple. Et puis, il a été, Prosec Touté a lancé le projet Quartier solidaire pour la première fois à Bellevaux pour répondre en fait et étudier pourquoi les seniors désertaient ces lieux. Et puis ça a lancé toute une dynamique de co-construire avec les seniors, qui ne s'est en fait pas arrêté depuis chez Prosec Touté, et puis qui est directement lié à ce qu'on fait aujourd'hui, vu que moi, à l'époque, je suis devenu responsable j'ai porté ce premier quartier solidaire à Bellevaux pendant 5 ans, et puis il a été un modèle, en fait, de projet participatif dupliqué par Prosec Touté, donc ça a été dupliqué depuis une trentaine de fois dans une trentaine de communes vaudoises, et puis c'est une méthodologie qui a laissé... qui a passé plusieurs étapes avec des besoins de capitalisation d'expérience. Et de fil en aiguille, on s'est rapproché avec Dario Spini et son secteur pour des questions d'évaluation d'année en année, je crois depuis les années 2008-2009. Et puis on a travaillé ensemble déjà dans ce contexte-là à l'époque. Et puis voilà, moi j'ai changé de métier, donc je suis allé à Chavannes en 2016, et là, j'ai commencé à appliquer cause commune aussi avec Dario.
Mais ces années de ce projet-là, il est vraiment assez exemplaire de la montée en puissance, c'est pour ça que j'en parle, des méthodes participatives dans le canton de Vaud. Parce qu'au début des années 2000-2005, quand on voulait développer ces projets et répondre aux nouveaux besoins des seniors, donc c'est baby boomers, donc qui n'avaient plus envie de chorale, plus de club ou plus des memberships habituels des associations, et bien ils avaient envie de pouvoir faire autre chose. Il a fallu développer ces autres choses avec eux et c'est devenu un mode d'activité. Mais à l'époque, juste pour dire que ce soit les politiques ou les responsables d'institutions, le participatif, ce n'était pas gagné. Le travail communautaire, c'était lié, ou ça faisait peur pour être du communautarisme, etc. Et donc, c'est des méthodes qui ont beaucoup monté avec l'arrivée des seniors, mais aussi avec les besoins des nouvelles générations, X et Y, qui bien sûr, elles aussi, sont beaucoup moins dans l'acceptation, sont aussi dans ce genre de besoins, et donc ont augmenté l'intérêt pour ces pratiques. Donc ça, historiquement, il y a un gros background où l'exemple des quartiers solidaires est vraiment un bon exemple pour comprendre cette montée en puissance. Donc je vous invite peut-être à regarder ça de plus près à l'occasion. Et aussi, c'est essentiel d'en parler parce qu'il a été une inspiration clé pour Cause Commune sur les leviers fondamentaux qu'on a réutilisés pour créer cette méthodologie. En fait, donc, quand on parle par exemple des résultats de quartiers solidaires, on parle quand même d'environ 80 000 à 90 000 seniors touchés et impliqués dans les quartiers solidaires. Et puis ce qu'on peut en retirer comme enseignement clé, j'en ai mis 4, alors il y en a beaucoup plus, mais comme point essentiel sur les pratiques participatives, c'est de se dire que dans le canton de Vaud, si on ne soutenait pas tous ces seniors dans une pratique de participation, eh ben, il ne se serait pas créé tout ce qui s'est créé. Donc la première chose, c'est qu'il a fallu créer ces méthodes et ces actions pour que des choses se créent, ce qui est donc un point quand même assez important, parce que si on ne le fait pas, ça ne se passe pas. Les seniors apprécient d'être écoutés. Donc il n'y a jamais un quartier où l'écoute prononcée, et vous verrez investie, vous verrez après, a été refusée. Donc l'écoute, c'est un point très important qui a toujours été apprécié. Donc l'écoute n'a jamais pas marché. Les seniors ont du temps, donc les gens, voilà, dans ces pratiques-là, ils ont eu du temps, et puis ils ont apprécié les autres générations et un travail intergénérationnel. Ces points-là, ils ont été clés pour nous inspirer une pratique liée ensuite à toutes les générations. L'idée du projet, elle est née quand je suis arrivé à Chavannes-Prévenant pour l'établissement d'une pratique de politique d'action sociale. Dans un contexte urbanistique assez particulier, vous savez, ou vous connaissez peut-être plus ou moins Chavannes-Prévenant, vous savez qu'ici on est à Chavannes-Prévenant ou pas? Non, pas ici. Ouais. C'est Géopolis qui est à Chavannes-Prévenant? Oui. Oui. Donc il y a un découpage. Donc c'est imbriqué. Vous êtes en fait sur le territoire de l'UNIL, vous êtes imbriqué sur le territoire de Chavannes-Prévenant. Et c'est une petite commune qui grandit très vite, qui avait 7500 habitants en 2017 et qui aujourd'hui est à 9500 habitants et qui est destinée à voir ses terrains verts rapidement construits. La majeure partie, le terrain vert du milieu, qui était déjà en construction aujourd'hui, les cèdres se développent. Le petit à gauche, il y aura la tour de 120 mètres de haut qui sera finalement construite. En face ici, vous avez une ville qui a commencé à être construite où il y a eu cet accident avec la grue récemment, donc qui accueillera ici 1500 personnes, ici 1500 personnes, là-bas 700. Donc voilà, Chavannes vit une urbanisation intense et bien sûr une explosion démographique relative, et puis des quartiers qui se développent. Et puis pour rappeler bien entendu l'université qui est sur ce territoire. Oui. Donc tu vois là, il y a Vortex. Oui, et le Vortex, il est dedans aussi. Oui. Donc là, c'était l'année dernière aussi 1000 personnes d'un coup en plus pour la commune. Voilà, donc ça c'est les chiffres. Et donc on se demandait en 2017 avec Dario, de notre expérience que je vous ai un peu résumée avant, comment faire pour accompagner au mieux une politique d'action sociale dans une commune comme Chavannes, à savoir qu'à l'époque, on avait 0,6 EPT, donc 60%, d'un travailleur jeunesse
qui avait donc environ 30% pour s'occuper de l'ensemble des habitants de la commune, donc 7500 personnes. Donc si on fait une petite comparaison, la force d'animation socioculturelle lausannoise dans ces quartiers pour environ 5 à 7 000 personnes, c'est 4 EPT de 70%, avec de l'administration, etc., dans ces fameux centres d'animation socioculturelle de la FASEL. Donc à Chavannes, on avait très peu de moyens et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire avec des moyens finalement aussi faibles pour lancer une politique d'action qui tienne le coup avec une densification dans une commune où il y a non seulement beaucoup de monde, mais en plus beaucoup d'origines culturelles différentes. Vous savez combien il y a d'origines culturelles différentes à Chavannes, environ? Nationalité. Hein. Nationalité. Environ. Dites un chiffre. Qui se lance? Pas mal. Qui dit plus? Pas mal, pas mal. Qui dit un peu plus? Pas loin. Qui dit moins? Bon, on est à 120 nationalités aujourd'hui. Et donc, il y a des enjeux aussi qui sont liés au fait que Chavannes n'a pas forcément de centre, à part à Ligros, j'imagine pour certains d'entre vous. Il n'y a pas vraiment de points connus à Chavannes ou de centres qui font que la ville se ressent ou a des lieux comme ça d'échange et de rencontres attribués. Donc voilà, quand on a créé cette méthodologie, on s'est dit qu'il va falloir faire avec des moyens, et donc on a essayé aussi d'attribuer des moyens relatifs. Et vous verrez, Cause Commune, c'est une méthode qui agit après, par quartier, par zone. Donc on s'est dit, en tout premier lieu, on ne va pas pouvoir agir sur l'entier de la commune, ça ne va pas le faire. On va passer donc sur un travail par des zones, et puis on va successivement aller d'une zone à l'autre avec une méthode d'animation qui voulait viser pas seulement les seniors, mais tous les publics. Vous allez voir comment on a fait. Donc passer d'une politique d'âge à une politique des âges, et puis collaborer avec l'université dès le début de la démarche et jusqu'à la fin, donc de manière en fait continuelle, en créant aussi une manière de collaborer qu'on va vous présenter. Donc ces deux aspects-là, agir et avoir un goal, hein, de partir comme ça sur tous les publics et de suivre tous les publics, mais par zone, on pense que c'est relativement nouveau. Et puis le fait d'inclure l'université avec l'animation socioculturelle aussi. On s'est appuyé sur deux goals principaux. Un, créer plus de cohésion sociale ou de qualité sociale en créant des activités, en créant plus d'intégration sociale par les activités et une mise en mouvement en fait, des habitants avec leurs projets. Vous allez voir comment on a fait après. Et puis aussi, petit à petit, bien entendu, à force de faire et d'agir, ou aussi de pratiquer ou de consommer des activités, de gagner du pouvoir d'agir. Et au final, donc, d'avoir une meilleure qualité de vie et d'avoir un impact voulu comme objectif sur la qualité psychique, mais bien sûr d'abord sociale, mais aussi après ses effets sur la santé psychique et physique. Et puis ce qui est particulier, c'est qu'on s'est dit dès le début, on essaiera aussi d'évaluer les effets réels de l'action sociale sur ces aspects physiques, psychiques, ce qui est aussi relativement nouveau. D'un point de vue de la recherche... Ah pardon, vous ne m'entendez pas? Ah, ouais. Faut l'allumer ou c'est bon? Ok, donc juste au niveau de la recherche, c'est aussi un modèle de recherche pour nous, en termes d'hypothèse. C'est-à-dire qu'on est convaincu que en fait, les activités sociales, la qualité sociale, donc la mesure dans laquelle les gens sont intégrés dans leur quartier, ont confiance dans les gens autour d'eux, ont des interactions avec les autres dans leur quartier. Tu peux redire? Mais aussi dans la mesure où justement ils ont ce contrôle ou cette capacité d'agir dans leur environnement, a un effet direct sur la santé, et non seulement psychique, donc sur la santé mentale, enfin le sentiment de solitude, enfin toutes ces choses-là, mais également sur la santé physique. Et il y a de plus en plus de résultats, de méta-analyses qui montrent justement un effet de l'intégration sociale sur la santé physique ou la mortalité, qui va même au-delà des facteurs habituels de pollution, d'activité physique, d'obésité, enfin tous les déterminants sociaux de la santé qui sont habituellement cités. Dans une méta-analyse assez récente, on montre qu'en fait, ils ont tous des effets, mais que l'effet principal, ce sont des effets sociaux.
Et ça, c'est à partir de cette idée aussi qu'on a développé ce modèle, justement, d'essayer de voir s'il n'y avait pas un cercle virtueux avec une grande inconnue, c'est le temps que ça prend, évidemment, et pour que ça devienne collectif. Donc on a réparti des forces pour agir sur le terrain, qui sont environ 1,2 EPT pour l'animation sociale et culturelle, une action de la recherche sur le terrain aussi à environ 30%, et puis l'inverse, ici à l'université, 1,2 EPT pour la recherche, et puis des pourcentages de notre part pour soutenir la réflexion de l'autre côté. Donc on part dans un projet comme ça, sur le long terme, en se disant on va intervenir dans les zones de Chavannes, d'abord en 2018 au nord, et puis on va aller ensuite au sud, et on a réparti des quartiers qui sont historiques. On a repris simplement des environnements qu'on connaît, où on est intervenu comme ça. On s'est dit, on va donner la mission à 4 référents, un référent enfant, un référent jeune, un référent adulte, un référent senior, d'aller au même moment, et une chercheur, d'aller au même moment et pour 8 mois, investir un quartier pour comprendre sa réalité, son quotidien. D'abord, les 2 premiers mois, c'est vraiment un peu anthropologique, donc c'est la rencontre, c'est des balades au hasard, calculées, etc., le matin, midi, le soir, la nuit, essayer de percevoir un peu le quartier, ensuite de faire des rencontres plus ou moins aléatoires, et puis gentiment de rencontrer les gens et faire des entretiens, d'abord avoir des discussions, ensuite récolter des données en faisant des entretiens sur leur quotidien. L'idée, et c'est beaucoup d'investissement, 8 mois, donc vous imaginez 4 personnes qui travaillent dans un quartier tout d'un coup, et qui se mettent à disposition des gens, qui rencontrent les gens, donc ça fait beaucoup parler. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer des gens qui viennent les écouter sur leur quotidien, et puis qui plus est d'avoir un entretien, qui plus est d'avoir un résultat d'entretien écrit qu'ils peuvent relire. Voilà. Donc il se crée toute une dynamique, et puis on rencontre environ, c'est ce qui est au même moment et en parallèle, des jeunes, des adultes et des seniors. Environ 20, on fait 20 entretiens par public. Et on arrive à la fin des 8 mois avec beaucoup d'informations, mais aussi un réseau agrandi, non seulement avec les habitants, mais avec le tissu local du quartier. Là, ce qu'on va faire, c'est que, et c'est un des passages clés de la méthodologie, on va proposer aux gens qui ont vécu ces entretiens de créer des groupes, ensuite de discussion, de co-construction, sur tout ce qui a été dit, et puis on leur dit, voilà, vous pourrez nommer ce qui est le plus important pour vous et proposer des pistes de solutions. Et ça, après 8 mois comme ça, donc en gros, à chaque fois, on a 20 personnes, 20 seniors, 20 adultes, et on leur dit, est-ce que vous voulez intégrer un groupe et commencer avec nous des réflexions? Selon vous, sur 20 personnes, combien vont rentrer dans ce processus de réflexion? On leur propose un set de 3 rencontres au début, donc 3 ateliers de 3 heures, c'est quand même un investissement, Combien de personnes vont rentrer dans ce groupe? Sur 20 personnes environ. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fait beaucoup, 100%. Non, c'est pas 100%. Non, on est quand même dans une société où on dit un peu partout que justement on perd l'implication, les gens n'ont plus envie de s'impliquer, blablabla, etc. Donc on arrive en tout mais c'est à peu près à chaque fois pareil, 35-40%. Donc on a 7 ou 8 personnes qui se mettent dans ce groupe de réflexion. Et c'est beaucoup. Ces gens-là, même si vous voulez, après, en fait, il se trouve que ça va être dur de les décoller. Donc c'est des gens qui vont se lancer pour le long terme et qui vont ensuite vraiment gagner en puissance. On va réfléchir 6 mois avec eux ensuite. Et vous verrez, on va les faire rencontrer des preneurs de décision, les élus, les professionnels, les chercheurs. Ensuite, ils vont proposer une liste de projets qu'on va aussi mettre, qu'on va confronter aux réalités des professionnels. Et puis après, on va lancer dans un forum, dans un quartier, l'ensemble des résultats, l'ensemble des projets, où eux-mêmes vont présenter les projets avec les responsables professionnels et politiques. Et puis, on va lancer les activités. Ça, c'est l'essentiel du séquençage du travail socioculturel. Je voulais vous passer un film, mais j'ai déjà trop parlé. Donc, c'est juste pour dire que dans cette année, finalement, dans ces 2 ans de cycle, on prend quand même 8 mois pour écouter les gens. Et le but donc, principal au début, c'est d'écouter. Et donc, ce qu'on dit avec la méthodologie cause commune, c'est que d'écouter, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps.
mais ça aura un impact décisif sur la cohésion sociale, sur la confiance, sur l'implication, le plaisir et l'implication des gens sur le long terme. Donc, ce qu'on s'était mis comme objectif, c'était de toute manière de ramener des avis, des voix d'habitants. Et puis donc, en marge de ces entretiens et de tout ce qu'on vous a parlé, on a aussi fait des films que vous trouvez sur YouTube. Vous regardez La Voix des habitants, vous aurez le 1 et le 2, qui sont des films qui font le portrait de 4 habitants à chaque cycle qu'on a réalisé, sur des habitants à qui on n'aurait pas forcément donné la parole, en gros, qui n'ont jamais eu la parole à un niveau pareil dans la commune, et qu'on a justement mis en avant pour donner du pouvoir de représentativité, en fait, et les amener au centre du débat. La particularité de la méthode, c'est donc de coordonner ces 4 animateurs, socioculturels, animatrices, et puis de phaser ces 2 ans avec ces différentes étapes, en prévoyant de les faire rencontrer dans tout ça les élus, les différents services, et puis aussi chercheurs impliqués dans la démarche. Voilà, donc je vous passe les détails, mais ça donne un résumé qui est à peu près celui-ci. Écoute, si je suis moi, c'est bien sûr Tuilé, qui réunit en fait au niveau socioculturel les étapes qu'on vient de voir, et puis au niveau de la recherche, Dario, tu peux le dire ou le présenter, mais qui est résumé ici, une étape de création en même temps pour lancer une recherche longitudinale. On a fait au début un travail avec les habitants pour établir un questionnaire, 108 questions qu'on a fait avec eux, pour diffuser les questionnaires. Donc on a adressé un questionnaire à l'ensemble de la population chavanoise, 6500 envois je crois, 1400 personnes qui ont répondu à 108 questions, qui nous ont donné un topo en 2019-2020 sur un premier résultat. On les a analysés, enfin vous les avez analysés, et puis le rapport a été diffusé environ en 2021, le premier rapport pour le cycle, et puis dire voilà ce qu'on peut observer de ce cycle avec des données dont va parler après M. Spini. Il va vous représenter ce côté et cet aspect après, c'est en parallèle, c'est ça qui est important de vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, à la fin d'une année, typiquement au nord de Chavannes, ce qu'on a eu comme résultat, c'est des résultats assez importants. On a mis à disposition un local des habitants. Et puis aujourd'hui, vous avez là donc il y a eu le forum, vous l'avez là en photo, on voit un petit peu au coin. Aujourd'hui, le programme d'un local qu'on a mis à disposition des habitants, donc ils ont la clé, etc., ils s'organisent eux. Il y a une quinzaine d'activités autogérées toute la semaine, toutes les semaines, et puis on y va très peu. Donc voilà, c'est pour dire, c'est leurs activités, et puis donc ça a bien marché à ce niveau-là. Il y a eu d'autres résultats, celui de refaire aussi la zone de collecte des déchets du quartier, qui était un petit cauchemar, et qui était un problème en fait à Chavannes qui perdurait depuis 25 ans, où les mésusages complètement exagérés des déchets, où clairement la déchetterie, c'était simplement les bas des immeubles, a été traité, et cette fois, donc, on a réussi, en incluant beaucoup de partenaires et tous les services en même temps, et avec tout ce mouvement citoyen, on a réussi à refaire en fait toute la place de la Blancherie. Vous pouvez y aller aujourd'hui, c'est devenu une place très agréable, avec une place de sport et les loisirs intergénérationnelle. Le centre du quartier qu'on voit là au pied de l'immeuble, on le voit à peine, mais il est au pied du quartier droit. Et puis, refait la zone de collecte des déchets entièrement. Voilà, la ville a investi un demi-million là-dedans, et les gérances 50 000 francs. Et puis donc, ça a permis de relancer toute la vie du quartier, par exemple. Donc, on a eu des très bons résultats. Aujourd'hui, on en est au 3e cycle. Donc, on a pu déjà faire le même cycle au sud de Chavannes, donc les quartiers qui entourent les terrains de foot. Ça s'est très bien passé aussi. Et puis, on a aujourd'hui relancé à l'ouest de la ville, dans un 3e zone, la démarche. Et puis, on est à la fin des entretiens et on commence à passer dans les travails de sous-groupe. Pour dire que durant tout ce processus, bien entendu, ce qu'on vit, c'est aussi une montée en puissance des habitants. Donc, eux, non seulement ils s'y font, ils font leurs activités, mais ils deviennent aussi plus proches des preneurs de décision, donc des politiciens, mais aussi des professionnels. Et puis, on a pu faire des projets aussi nouveaux, comme par exemple d'inclure les habitants dans des recherches sur la santé, où on a tenté de cartographier en une journée dans le quartier, de nouveau dans le même quartier,
les ressources ou les points de ressources de la santé, et puis on demandait aux habitants où sont vos points de ressources, et ils mettaient des gommettes sur une carte géante toute la journée. Et typiquement, c'est un projet qui a très bien marché, qui a donné lieu à des cartes que vous pouvez aussi trouver sur le site de Cause Commune. On y reviendra aussi. Et puis, où on a exemplifié ça comme, de nouveau, un autre exemple de bon partenariat entre des habitants, une commune, des chercheurs, et puis l'université, donc, ce qui a créé ça. Donc, il y a aussi un petit film qui a été créé, qui s'appelle « La santé dans tous ses états », qui est un chouette petit film d'1 quart d'heure que je vous invite aussi à regarder une autre fois. Voilà l'exemple de carte qu'on a créé, par exemple, en une journée, enfin, avec des mois de travail, mais après une journée collaborative, qui donne la possibilité maintenant à n'importe qui, nouveau arrivant ou habitué de Chavannes, de profiter aussi des lieux de ressources des autres, et donc d'avoir collectivisé des lieux comme des bancs publics, des forêts, des docteurs, des médecins, des lieux de rencontres, etc., et puis qui finalement mappent toute la commune d'une manière un peu novatrice. Donc pour les habitants, bien sûr, il y a eu une montée en puissance de leur capacité là-dedans. Aujourd'hui, je crois que sur 1000 personnes interviewées dans le nouveau questionnaire, le deuxième tour, on a trouvé que 250 personnes, donc un quart, participaient aux activités de Cause Commune. Donc c'est-à-dire que c'est quand même assez massif. Les gens s'y sont mis, participent, prennent. Et bien sûr, ça a changé le réseau fin des quartiers. On est très contents. On avait peur d'exactement le contraire, de perdre cette solidarité, ce lien dans les quartiers avec l'agrandissement de Chavannes, mais finalement, c'est le contraire qui est en train de se passer, on en est très content. Donc là, vous avez aussi, dans la voix des habitants, il y a ces 8 personnes qui font le topo, et ils le disent bien mieux que moi aujourd'hui. Ils disent ce qui a changé ou pas pour eux, et puisqu'ils ont besoin de voir changer. Donc là, vous voyez l'interne de l'administration, moi et ma collègue, pour dire aussi que chez nous, bien, ça a changé d'une manière assez importante. Ce n'est pas donné pour un service social et culturel d'une commune, déjà de sortir autant des murs et d'aller autant à la rencontre des habitants, de 1. Donc, on a eu des résistances en interne. J'ai eu des gens qui me disaient « mais qu'est-ce qu'on va aller faire dehors? Moi, j'ai un diplôme de CFC, comment je sais faire ça ?» Donc ça, on a dû gérer aussi en interne, accompagner, et bien sûr donner des moyens d'accompagner ce mouvement. Mais aussi, et encore plus peut-être, je ne sais pas si vous imaginez, mais de collaborer avec des chercheurs, c'est vraiment pas dans les coutumes. Et donc, ça a aussi fait et créer des résistances, bien sûr, mais ça a aussi très bien marché, ça marche très bien. Et on a bien sûr dû déconstruire des choses, créer des nouveaux espaces de collaboration pour rendre cela possible. Il y a aussi un article qui a été écrit là-dessus qui est à disposition. Au final, aujourd'hui, il y a plus de 19 espaces nouveaux qui ont été créés dans la commune pour dialoguer, donc c'est tout un chapitre en soi. La municipalité aussi, pour les élus, c'est quelque chose de nouveau, donc d'être rapproché comme ça de l'université. Donc ça a créé, bien entendu, une ouverture pour l'université, mais aussi pour la commune, et des nouveaux espaces d'échange entre les deux entités. Bien sûr, ça répond aussi à un besoin de l'université, c'est-à-dire de sortir des murs directs, hein, comme je vous le rappelle, les 1000 personnes qui habitent au Vortex habitent en fait à Chavannes-près-Renan, et puis des fois doivent se demander où ils sont quand ils sortent au début, et se demander en fait dans quelle commune ils habitent. Je ne suis pas sûr que c'est si clair. Voilà, donc il y a aussi un film sur les forums intergénérationnels. Il y a les prix, donc prix sociaux là, pour mon équipe par exemple, donc c'est quand même entre 70 et 150 000 francs par année, ou le prix d'un feu rouge, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on paye par année pour l'animation sociale et culturelle liée au projet, et puis c'est à peu près miroir, et ce qu'investit aussi l'université dans le projet. Donc c'est quand même un projet qui a coûté 200 à 300 000 francs par année sur ces 4 ans de lancement, qui ont permis aussi de mettre tout ça en place et de créer des outils. Donc maintenant, je vais donner la parole à M. Spini qui va vous dire un peu plus en avant quelle est l'implication de la recherche dans ce projet. J'ai tenté de vous montrer tout le côté social, socio-culturel, de vous donner un peu les rythmes, la particularité de tous les âges, le côté nomade, les types de résultats. Puis maintenant, je vais lui redonner la parole. Et puis, je dois aussi m'excuser, mais je ne vais pas être là pour la session de questions. Je dois m'en aller parce qu'on a justement un mini-forum citoyen ce soir. Et puis donc, je vais devoir enchaîner dans 5 minutes. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne suite. Merci Alain. Donc, je vais prendre le témoin.
Peut-être pour recommencer aussi un peu sur ce que disait Alain, c'est-à-dire qu'en effet, rentrer dans ce projet, c'était aussi entrer dans une démarche différente de ce que je faisais habituellement. Habituellement, ce que je sais bien faire, c'est des enquêtes. Donc on fait des questionnaires, on fait des analyses statistiques dessus, et puis dans le meilleur des cas, on rend un petit rapport ou aux répondants ou aux institutions, ou ici à la commune. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on fait, quoi, comme interaction. Et puis on est content de ce qu'on a les données. Ensuite, on publie dans des journaux internationaux ou nationaux académiques. Et en fait, tout ce qu'on retire, c'est surtout des données. Ici, on s'est engagé en fait avec mon équipe dans une démarche plus durable de recherche. Vous voyez que d'abord, on participe directement à l'élaboration de la méthode, on participe aux activités des fois, on participe au forum pour donner des avis, mais aussi simplement pour discuter avec les gens. L'idée était justement de changer un petit peu cette dynamique, disons, de recherche, surtout quantitative, je dirais, en sciences sociales, parce que peut-être les anthropologues se situeraient très différemment, parce qu'ils passent 6 mois, 1 année sur les terrains qu'ils investissent, donc c'est évidemment des démarches différentes. Mais en général, pour des gens qui font des enquêtes comme moi, on passe très peu de temps, une fois qu'on a l'accord d'avoir les données, c'est en gros tout ce qu'on négocie. Et là, c'est très différent. C'est très différent parce que ça fait 4 ans qu'on collabore avec la commune, qu'on discute avec eux, qui nous disent des fois non, on ne peut pas faire, enfin, on voudrait avoir ça, etc. Donc c'est pas qu'une démarche de recherche pure et dure comme on a des fois l'habitude. Il y a des compromis, il y a des moments de décision, de négociation qui doivent être faits. Et ça change beaucoup la façon dont on fait de la recherche, qui ici est longitudinale. Alors, je pense que vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que non seulement on fait l'enquête une fois, mais on l'a fait plusieurs fois, avec des moments de réflexion entre deux, d'analyse, mais avec l'idée aussi, et le problème souvent des sciences sociales, c'est qu'on ne sait pas combien de temps une telle action sur le terrain va produire des effets. On n'en a aucune idée. Je pense dans les sciences exactes, entre guillemets, où vous avez souvent une idée du temps que prend une transformation chimique, etc. Enfin, c'est des choses en sciences sociales, on n'a aucune idée en général du temps qu'il faut, et de l'énergie ou de l'action qu'il faut pour qu'il y ait vraiment un changement de système au niveau systémique. Et c'est ça l'enjeu pour nous, parce qu'on a pas mal de recherches, et on l'a fait notamment avec les quartiers solidaires. En effet, une participation individuelle à ces activités a souvent un effet positif sur la santé mentale. On voit qu'il y a un lien assez fort, mais de manière longitudinale et de manière surtout collective. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement qu'il y ait des individus qui profitent, mais que l'ambiance d'un quartier change et qu'en fait, il y ait un effet durable sur la population. Et ça, en fait, on en a franchement aucune idée en termes temporels. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un filet longitudinal, c'est-à-dire qu'on répète l'enquête tous les 2 ans, en se disant que ça va au minimum prendre 4-5 ans avant qu'on puisse vraiment voir des effets, aussi parce que la méthodologie fait qu'on va dans les différentes zones. Donc avant qu'on ait fait le tour de la commune juste une fois, ça prend 4 ans aussi. Donc c'est vrai qu'on a mis ce filet d'observation, avec aussi quelques surprises du type Covid, entre deux, évidemment, qui fait que les interactions et les activités sociales pendant quelques mois, années, ont été évidemment fortement perturbées. Donc on n'est pas dans une expérimentation pure et dure, on est plutôt dans une observation continue avec des mesures et des analyses, que je ne vais pas forcément vous présenter. Là, en fait, on est en train d'analyser la 2e vague de questionnaires, avec pas mal de stabilité sur nos indicateurs, mais aussi des résultats, notamment concernant justement la participation individuelle. Tout ça est pas mal se vérifie. Et je voudrais vous parler peut-être moins des résultats de chaque article, etc., que plus de la démarche et de la logique qui est derrière.
Donc ça, c'est à peu près ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire cette méta-analyse de Holt-Lundstadt, qui a été publiée en 2010 et qui a été reprise par des psychologues sociaux, Aslam, qui a été publiée donc, plus récemment et qui montre deux choses. C'est-à-dire que en vert, en fait, vous avez le vrai ordre d'importance des différents facteurs de la méta-analyse. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les études avant 2010 qui regardaient l'impact de différents facteurs, comme je vous ai dit, la pollution de l'air, l'obésité, l'activité physique, l'exercice, la vaccination, l'alcool, la fumée, et puis deux indicateurs, donc l'intégration sociale et le soutien social. Et vous voyez que, en fait, tous ces facteurs ont de l'importance. Et vous imaginez, enfin, je ne sais pas comment vous percevez les actions publiques, de la santé publique, mais en gros, ce qu'on retient, c'est qu'il faut manger des fruits et des légumes et qu'il faut faire de l'activité physique et pas fumer et pas trop boire. Je veux dire, ça, c'est très fort. Il y a très peu de messages pour vous dire voyez 5 amis différents chaque semaine et passez au moins 1 heure avec. Vous participez à des activités de groupe, en groupe, 1 ou 2 fois par semaine. Je pense qu'on entend beaucoup moins ça. Et de fait, lorsqu'on regarde la méta-analyse, en tout cas, ce sont ces facteurs qui ont l'air d'avoir le plus d'impact, en tout cas, et de lien à la fois avec la santé et la mortalité, puisqu'il y avait les deux dans la méta-analyse. En rouge, en fait, on a demandé aux gens de mettre l'ordre que eux percevaient d'importance. Et vous voyez que c'est quasiment une corrélation inverse, quoi. À part peut-être la fumée, de rester fumeur, il y a une grande discrépance, c'est-à-dire que les facteurs sociaux sont fortement sous-estimés et les facteurs de type activité physique, obésité sont fortement surévalués. Ce qui est assez normal puisqu'on les entend beaucoup plus. Ce n'est pas une surprise. L'Office de la santé publique, j'ai fait un mandat il n'y a pas très longtemps pour l'OFSP. Et en gros, il nous demandait de voir quels étaient dans la littérature les effets des événements de vie sur la santé. Parce que, comme je fais beaucoup d'études sur les parcours de vie, voilà, ils étaient intéressés à cela. Donc on a pris le mandat. Et puis, je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez savoir comme déterminant, parce que la littérature est vaste. Et en fait, ils nous ont dit les nôtres, quoi, c'est-à-dire ceux qui sont à droite plutôt. Puis j'aurais dit, oui, mais en fait, ce qui semble aussi important, c'est justement le fait d'être isolé, se sentir seul, etc. Puis ils nous ont dit, ouais, mais c'est pas dans la politique, donc on ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc, on ne l'a pas fait. On a pu montrer différentes choses. Très peu d'études en Suisse d'ailleurs, beaucoup d'études aux États-Unis et dans d'autres pays, mais au niveau longitudinal, en tout cas, il y a très très peu de choses en Suisse. Tout ça pour dire qu'on croit fermement justement que pour améliorer la santé publique, il y a aussi une voie sociale et que rétablir des liens sociaux via la participation et les activités publiques, mais aussi l'auto-organisation d'événements, d'activités, comme dans le local de la Blancherie, là où vous voyez que c'est les habitants qui ont pris en main aussi, avec du pouvoir d'agir, des activités. On croit fermement que ça a un effet à terme sur leur santé. Mais tout cela, de nouveau, dans une temporalité qu'on ne connaît pas. Et donc, on fait des analyses sur les données, évidemment, d'enquête, qui, pour l'instant, vont plutôt dans le sens, mais on a analysé seulement la première vague de données. Là, on va commencer l'analyse de la seconde vague. Il y a un aspect de la collaboration et de la participation, disons, dans cette démarche plus participative ou collaborative avec la commune, qui fait qu'on change aussi la façon de faire. Et notamment, avec les premières données,
Ce qu'on a fait, c'est un rapport habituel avec des moyennes, des écarts types, avec des analyses de régression pour montrer qu'il y avait des liens entre les aspects sociaux et puis la santé, enfin, etc. Et puis on avait fait un rapport plus court pour la municipalité, mais toujours un peu avec le même esprit. Et puis on pensait avoir bien fait notre travail, parce que c'était rigoureux, parce que ça montrait des choses. Et puis on a eu plusieurs séances de discussion avec la municipalité, les gens de la cohésion sociale. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas lu grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, oui, il y a beaucoup d'informations, mais voilà, on n'a pas le temps de le lire. Enfin, c'est pas vraiment des choses qui nous parlent, on ne sait pas quoi en faire. Donc cette année, en fait, on a passé une journée entière avec des gens de la cohésion sociale, le municipal de la cohésion sociale, pour leur dire, mais de quoi vous avez besoin, en fait? Et pas qu'est-ce que nous, on sait produire. On est parti, en fait, de leur dire, mais si vous voulez prendre des décisions dans votre commune, quel type d'informations vous voudriez à partir d'une enquête? Et on a travaillé là-dessus. Et on s'est mis d'abord sur les indicateurs qui leur semblaient utiles, évidemment, qui étaient présents dans l'enquête. Enfin, voilà, on est quand même limité par ce qu'on a fait. Mais on a essayé vraiment de se demander, justement, est-ce que les indicateurs de cohésion sociale, de sécurité économique, d'intégration, donc on a listé, on a essayé de donner une définition commune à ces dimensions pour leur dire, ok, donc on va centrer, on va pas faire une analyse question par question, ça sert à rien. Vous voulez des résumés sur ces dimensions. C'était déjà un pas. Et pour finir, on s'est mis d'accord qu'il y avait deux types d'informations qu'on pouvait leur donner et de les présenter comme ça. Donc on fait pratiquement plus de texte. On leur présente des cartes. Ça, ils savent lire, les gens. Ils savent reconnaître si c'est... Et puis en fait, on met des couleurs en fonction du niveau, ici, de qualité sociale globale, donc c'est même l'indicateur total, où on voit qu'il y a beaucoup de diversité, donc c'est pas toujours facile non plus. Et en même temps, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une sorte de diagonale un peu plus foncée, et puis des zones un peu plus claires, surtout vers les périphéries. Donc on est arrivé à ça, ce qui nous indique quelque chose d'assez amusant pour Chavannes, par exemple, c'est que en fait, les zones où il y a plus de qualité sociale sont à peu près le long de la route qui fait toute la commune, qui est l'avenue de la Gare de Chavannes. Et donc on voit que les habitations, et c'est pas un hasard, c'est là où les gens circulent beaucoup pour aller à l'école, avec les enfants, c'est là où il y a 2-3 magasins, 2-3 bistrots, comme la brasserie, enfin, etc. Et donc, en effet, c'est plus une artère, quelque part, qui a l'air d'être plus vivante socialement, et puis avec, au contraire, des zones un peu vers la gare, vers le métro, ici, etc., moins ici, qui ont l'air d'avoir moins de qualité sociale, en tout cas perçue par... Donc voilà, on leur présente des cartes et on discute de ces cartes. Donc ça, c'est un des compromis, enfin, ou des consensus sur lesquels on est arrivé. Les cartes leur parlent. Et il y a une zone, par exemple, de villa tout au milieu, là, qui est toujours au maximum, enfin, de couleurs. Et puis d'autres zones qui sont toujours au minimum, puis d'autres qui varient aussi. Donc ça permet aussi de discuter avec évidemment des précautions habituelles. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait 3 personnes qui répondent pour que le carré prenne une couleur, parce qu'on ne veut pas que les gens puissent identifier. Il y a une petite zone, par exemple, ici, que vous connaissez sûrement, où il y a 2 villas, et puis on avait une personne qui avait répondu. Donc évidemment, on ne va pas mettre une couleur là-dessus, parce que pratiquement les gens savent qui c'est qui a répondu, quoi. Donc ça, il faut évidemment faire attention. Puis la deuxième, c'est qu'on leur a dit, on peut vous faire des radars de présentation. Donc il n'y a plus les moyennes. On dit juste, en gros, on met une couleur par niveau, d'une échelle de 1 à 5, et puis on met un smiley. Ce que j'aurais pas fait spontanément pour des présentations de résultats d'enquête. Mais eux, ils disent, comme ça, on voit ce qui marche pas, et puis on n'a pas besoin de lire 50 000 chiffres. Mais derrière, il y a chaque fois une moyenne
avec une systématique entre les smileys et la réponse des gens, quoi. La réponse moyenne de la population. Et puis après, on le fait aussi, on le décline par âge ou par, enfin, etc. On peut le décliner de différentes manières, où on voit surtout entre la vague 1 et la vague 2 que ce sont les jeunes en fait qui ont le plus souffert, par exemple, du Covid, qui ont subi aussi pas mal. Et quand je dis jeunes, c'est 18 et plus, 18-25 ans. Donc c'est à peu près. Et tiens, c'est une chose que je pourrais demander. Et aussi qui disent qu'il y a beaucoup eu de violence. On a beaucoup de violences subies dans cette population, indépendamment du genre. Donc voilà, on est en train de se poser des questions. Le 25 novembre, on va voir la population, leur présenter ses résultats. C'est une des questions qu'on va leur poser. Comment est-ce que vous interprétez? Donc ça nous aide aussi dans l'interprétation des données, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui montrent qu'il y a peut-être plus de violence familiale, mais on ne le voit pas chez les femmes, en tout cas, comme on l'a beaucoup entendu, c'est plutôt sur les jeunes. Est-ce que c'est parce que les gens ont passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux où se passaient des choses que je ne connais pas, parce que je n'y étais pas, mais voilà, on va en discuter en tout cas avec la population pour voir aussi comment interpréter ce genre de résultats qu'on obtient entre les deux enquêtes. On a proposé aussi quelque chose que nous, on trouvait super, et que la commune de Chavannes n'a pas encore, en tout cas, adopté. Donc, ils nous ont dit non, ça, on ne veut pas dans le rapport. Ce qui m'a arrangé un peu, parce que c'est beaucoup de boulot, ça n'a pas l'air. Mais en fait, lorsqu'on a beaucoup de données catégorielles, comme ici la nationalité, le genre, l'âge, l'éducation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intersectionnalité, qui est une théorie qui vient un modèle qui vient des théories du genre, qui montre que le fait d'être femme, par exemple, n'est pas suffisant non plus pour comprendre les dynamiques sociales de domination, etc., dans le langage souvent des études genre, mais que souvent c'est l'intersection de différentes identités qui font qu'une discrimination peut-être est beaucoup plus forte et que c'est pas simplement additif. Je vous donne juste un exemple qui a été fait dans le cadre de Lives. Il y a une thèse qui a été faite sur les politiques sociales. Donc, comment, en fait, les bureaucrates, enfin, les personnes qui travaillent pour l'État prennent des décisions et interagissent avec des gens qui demandent des aides sociales. Et notamment ici, par rapport à l'emploi. Et cette Anne Perriard, donc, qui a fait cette thèse, montrait, par exemple, qu'être jeune mère, en général, donne un stéréotype positif, c'est-à-dire qu'on se dit, elle a des difficultés, il faut l'aider. Par contre, être jeune mère musulmane faisait qu'on se disait que c'était presque normal, enfin, c'est un stéréotype, mais il y avait moins cette idée, il y avait plus l'idée, peut-être qu'elle peut rester à la maison. Donc, on voyait qu'il suffisait de rajouter une identité, une intersection, pour qu'en fait, on réagisse différemment dans les bureaux de l'État. Voilà pour vous donner un exemple de cette idée d'intersection. Et aujourd'hui, en fait, et notamment avec Yang Li, qui est un postdoc, qui est passé à Lives, qui est malheureusement parti à Southampton, mais c'est la vie académique, mais tant mieux pour lui, évidemment. Et avec lui, en fait, on a développé justement des analyses sur ces données pour voir, avec des modèles multiniveaux, peut-être que vous connaissez, donc qui sont des modèles statistiques qui permettent d'analyser la variance à plusieurs niveaux, donc ici individuel et catégoriel en même temps, avec en plus le fait qu'on peut appartenir à plusieurs catégories. Et donc ces modèles statistiques permettent de voir justement comment les interactions entre toutes les variables agissent sur, ici, le sentiment de solitude. Et en fait, en faisant cela, on voit qu'il y a un certain ordre qui apparaît. Donc, où on voit, par exemple, donc, en vert, c'est ceux qui se sentent le moins seuls, et en rouge, ceux qui se sentent le plus seuls. Et donc, quand vous voyez ce tableau, vous voyez que les Suisses, par exemple, se sentent moins seuls que les étrangers. Il y a plus de cases en bas, plus en haut. Et que, par exemple, ici, les études primaires, par rapport aux tertiaires, font aussi, en lien aussi. Mais en fait, c'est le croisement en fait, de tout ça qui va faire qu'on se sent vraiment seul.
Et c'est le résultat qu'on a eu pour Chavannes-Près-Renan, en faisant ces analyses multiniveaux, que les personnes qui se sentaient le moins seules à Chavannes sont des femmes plutôt suisses, âgées entre 18-40 ans, avec une éducation tertiaire. On aurait pu rajouter avec ou sans enfants aussi, enfin des choses comme ça, hein. On pourrait aller plus loin dans l'analyse. Mais il faut beaucoup de données pour ça. Et puis que ceux qui se sentaient les plus seuls, c'était des hommes d'origine étrangère, d'âge de plus de 41 ans, avec une éducation primaire. Pourquoi c'est intéressant? Enfin, pourquoi nous, on pense que c'est très intéressant pour les municipalités, c'est que si elles doivent imaginer une nouvelle activité sociale, eh ben, vous avez la catégorie qu'il faut viser. Et qui, visiblement, dans la commune, se sentent plus seuls. Comme on fait un peu de la médecine de précision, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des sciences sociales de précision, entre guillemets, en disant telle population ou telle intersection de groupes, en fait, sont le plus à risque. Et donc, c'est un outil de diagnostic social qu'on développe aussi, que Chavannes trouvait un peu trop... Enfin, voilà, il ne savait pas trop quoi en faire en ce moment, mais que, plus généralement, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de développer des outils et des analyses qui permettent des décisions au niveau de la commune. Mais en collaborant avec eux, parce que ce que nous, on croyait utile ne l'est pas du tout au début. Donc évidemment, on évolue aussi dans la façon de qu'est-ce qu'on présente, comment et pourquoi. En tout cas, par rapport à nos partenaires. Évidemment, par ailleurs, on fait de la recherche. Ça ne nous empêche pas ensuite d'analyser les données et de publier, mais personne ne lit nos publications. Ce n'est pas la commune de Chavannes qui va lire nos publications. Et donc, clairement, on a aussi cette activité qui est nouvelle pour nous, de se dire comment est-ce qu'on co-construit des informations utiles à partir d'analyses qu'on a l'habitude de faire, mais qu'on présentait en général de manière pas inutile, mais en tout cas pas lisible pour beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, ça c'était à peu près ce que je voulais vous dire pour pas vous noyer sous des résultats de recherche, mais je pense que vraiment il y a un changement d'attitude, enfin le fait de collaborer plus longuement fait qu'on évolue aussi, ou on change un peu notre façon de travailler et de présenter des résultats et de voir quelles sont les analyses qui pourraient être utiles. Et c'est quelque chose, en tout cas, dans mon équipe, qui nous fait pas mal travailler et réfléchir justement à quels sont les outils aujourd'hui en sciences sociales quantitatives, d'analyse statistique, qui peuvent être utiles et lisibles pour des décideurs politiques, dans le domaine social notamment. Autre chose, si ça vous intéresse, alors il y a les publications sont aussi... On a un site web, causecommune.ch, dans lequel vous trouvez aussi tous les films, si vous voulez, dans lequel vous trouverez aussi des références sur les articles et les différentes publications qu'on a pu faire. On a aussi maintenant un projet de formation continue en action locale participative, donc qui est en train d'être mis au point avec la HETSL. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'offrir aussi toute la palette d'activités qu'on peut, en tant qu'enseignant-chercheur, offrir autour de ce projet. Et on essaye maintenant aussi de le développer sur d'autres communes, avec évidemment des fois quelques problèmes de ressources, mais on continue évidemment. Et puis, tout cela est évidemment possible grâce à une collaboration. Vous avez ici... Alors à l'époque, elle était responsable de la cohésion sociale, donc la chef de Alain Platet. Maintenant, elle est syndic de la commune. Et puis, vous reconnaissez la collègue de Alain, mais aussi évidemment avec une équipe de chercheurs qui a déjà changé. C'est une photo qui est un peu ancienne, mais on se voit aussi régulièrement autour des résultats de recherche, pour en discuter, pour les interpréter, mais aussi pour voir comment les présenter, les faire évoluer, le questionnaire, etc. Donc il y a aussi de la participation à ce niveau-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des réunions de chercheurs, des gens de la cohésion sociale viennent pour discuter, pour présenter aussi leurs besoins. Ça a été des fois des demandes aussi très simples, hein, de voir comment gérer des catégories sociales dans leurs activités. Des choses assez qui peuvent paraître un peu basiques, mais les gens devaient choisir entre des activités famille et des activités adultes. Ils disaient, mais je suis les deux, pourquoi je devrais choisir?
Puis eux, ils disaient, oui, mais on n'a pas assez de place pour tout le monde, donc vous devez choisir. Puis, donc on a discuté de ça, enfin des choses simples, mais qui font que d'avoir aussi un échange comme ça et permet de se décentrer un peu et de la connaissance justement des identités multiples permet de faire ça, quoi. Voilà, il y a une suite qui est pas encore, je voulais pas en parler non plus, mais il y a un projet maintenant qui, à partir de Cause Commune, on vient de déposer la semaine dernière un projet au Fonds national de la recherche scientifique pour aller un peu plus loin et de créer vraiment un panel digital des habitants de diverses communes, c'est-à-dire d'élargir en fait le panel, qui serait un panel web uniquement. Là, on fait du web et du papier à Chavannes, mais le papier coûte cher. Donc, on va essayer, avec des collègues de l'EPFL, du Unisanté et de Berne, de l'Institut de médecine sociale et préventive et du Tessin, en marketing social, d'essayer avec pas mal de communes, enfin déjà qui sont intéressées, Lausanne, Yverdon, Prilly, Chavannes, Renan, Bumplitz, Berne, j'ai oublié toujours la troisième, donc l'idée c'est vraiment de créer un panel et de créer quelque part une dynamique avec plusieurs communes pour voir justement si ces outils, si cette démarche d'études longitudinales peut servir à plus long terme le monitoring, parce que l'idée c'est bien de voir comment et où intervenir de manière sociale, dans la cohésion sociale, dans les quartiers, et puis d'observer des effets à plus ou moins long terme. Donc ce projet, on verra, quoi. C'est comme toujours, on ne sait pas si ça va être financé. Mais en tout cas, il y a vraiment des gens, enfin il n'y a pas que l'équipe là, autour de Cause Commune, mais autour aussi de Métasanté, qui est un autre projet qui est développé à Unisanté sur le quartier de la Plaine du Loup. Je ne sais pas si vous voyez ce nouveau quartier qui a été créé au nord de Lausanne. Il y avait aussi des gens qui étaient intéressés à faire un panel digital de ce quartier. Et donc, on s'est mis ensemble pour essayer de recréer quelque chose qui serait utile. Parce que Chavannes aussi, voilà, une des réactions qu'on a eues de la municipalité, c'est de dire, oui, mais comment on se situe par rapport aux autres communes ? Et je leur dis, vous êtes les premiers, je ne peux pas vous dire, quoi. Enfin, vous faites quelque chose que personne ne fait. Donc, évidemment, ça va être difficile de vous dire comment vous vous situez. Donc, on peut vous dire si vous progressez ou si ça va moins bien, mais on ne peut pas vous dire si vous êtes mieux ou moins bien que les autres. Et donc, l'idée ici, ce serait d'avoir plusieurs communes, ce qui permet aussi peut-être de réfléchir à avoir plus de variance, de variété de quartiers et de lieux, qui nous permettra aussi de mieux comprendre les effets de l'environnement, sachant aussi qu'on a à Chavannes aussi observé, c'est-à-dire qu'on a, avec les étudiants et en cours de master, on a aussi développé une grille d'observation de qualité urbaine, c'est-à-dire qu'on va de rue en rue et puis on note si on voit des voitures, des arbres, des graffitis, des déprédations, s'il y a des gens, s'il y a des groupes de gens. Enfin voilà, on essaie de noter tout ce qu'on voit. On a fait une grille qu'on va aussi relié à ces données pour voir un petit peu si des aspects plus objectifs, parce que sur les questionnaires, on a la perception des gens, sont aussi reliés justement à ces aspects de santé et voir le poids du subjectif et de l'objectif sur tout cela. Voilà, moi j'en ai terminé, enfin nous en avons terminé. J'espère que je suis encore dans les temps. Et puis c'est ouvert à la discussion, si j'ai bien compris.